Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est un vlog où je vais essayer de lire mes 5-star predictions, c'est-à-dire les livres où je pense que j'aurai où j'espère en tout cas avoir un 5 étoiles. Donc la plupart du temps ce sera parce que ce sont des suites de séries où j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome. En tout cas c'est le cas là pour le premier que je vais vous présenter. Donc voilà, je sais pas combien de romans je vais lire, j'en ai sélectionné 3, peut-être que j'en lirai plus, moins, ça dépend du temps que je mets à lire ces romans, en sachant que pour la plupart ce sont quand même des petits pavés, donc voilà, peut-être qu'il y en aura que 3, peut-être 4, je ne sais pas, mais bon, dans tous les cas c'est pas grave. Donc le premier que je vous présente c'est Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. Le premier tome, c'est Celle qui devint le soleil. Donc la couverture est plutôt jaune et rouge avec un espèce de dragon aussi pareil. Donc c'est plutôt un roman de fantasy historique. Donc voilà, il y a des éléments un peu de magie, mais c'est très mis en arrière-plan. Et donc on va suivre principalement du coup une famille, donc un père et un fils et une fille. Le père va les emmener chez alors je sais pas si c'est une diseuse de bonne aventure, enfin quelqu'un qui lit l'avenir en tout cas, et qui va prédire un avenir glorieux, un grand avenir pour le fils, donc il s'appelle Zhu Chongba je crois. Et elle va dire que le futur de la fille c'est le néant, qu'elle n'est destinée à rien en fait, voilà. Donc le père va décéder suite à un pillage je crois ou un vol, et le fils va se laisser mourir de chagrin, et du coup il reste plus que la fille, et donc du coup elle va prendre la place de son frère. Elle va se couper les cheveux, elle va se faire passer pour lui en prenant son nom, et elle va aller du coup prendre sa place au monastère en guise de frère en fait tout simplement, et voilà. Et en fait l'histoire raconte, en fait c'est aussi une sorte de réécriture de l'impératrice. Alors je sais plus c'était en quelle année, elle le dit dans le premier tome, à la fin du premier tome, mais je m'en souviens plus. Et voilà, et en fait cette jeune fille qui n'était destinée à rien va en fait rêver de gloire, pareil comme pour son frère, et elle va être dévorée par l'ambition et le pouvoir, etc. Donc elle va au fur et à mesure faire preuve d'intelligence forcément, et gravir les échelons, et voilà, partir de rien, mais montrer que elle a de l'ambition et qu'elle veut montrer qu'en fait elle peut contrer son destin entre guillemets. Et voilà, donc je crois que c'est l'histoire d'une des impératrices, mais j'avoue que j'ai oublié un peu le contexte historique. Donc on est vraiment dans une fantaisie plutôt médiévale, donc bon, forcément avec d'inspiration asiatique au niveau de la Chine, mais voilà, c'est plutôt historiquement au niveau peut-être médiéval, je dirais ça comme ça. Parce qu'en tout cas vous avez encore des empereurs, etc. À cette époque-là, et donc elle va voilà, j'en dis pas plus, mais c'était hyper intéressant. Alors ça soumet plusieurs questions, notamment jusqu'à où on peut aller par soif de pouvoir et par ambition, quel sacrifice on est prêt à faire pour arriver là où on veut aller, et voilà, toutes ces choses-là. Il y a aussi une question de l'identité de genre, des relations non hétéros, et puis vous avez aussi ce questionnement concernant, vous avez aussi, du coup on suit aussi un autre personnage qui s'appelle Ouyang, qui est un eunuque, je crois que c'est un général, et qui voue une haine au grand Khan en fait, qui a tué son père, et il cherche à se venger, et voilà, le destin de ces personnages vont être liés forcément, et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après, on suit aussi un autre personnage, mais beaucoup plus secondaire, mais qu'on va beaucoup plus voir ici dans ce second tome. Donc voilà, comme je disais, il faut pas s'attendre. Il y a quelques éléments de magique, mais il faut vraiment pas s'attendre à ce que ce soit vraiment de la fantaisie avec des élus, des pouvoirs à tout va, des grandes batailles, etc. Même s'il y a des combats. Mais voilà, c'est vraiment de la fantaisie historique, et ça, je le souligne parce que sinon certains vont être déçus. Et donc le tome 2. Alors le premier tome je l'ai lu à sa sortie quasiment, donc j'ai attendu je sais combien, peut-être 2-3 ans, je sais plus, avant de me procurer celui-ci, en sachant qu'il n'est pas sorti cette année, hein, il est sorti, attendez je vais vous dire, il est sorti, hop,
en 2023. Donc ouais, j'ai bien attendu 2 ans pour le lire. Alors ce qui m'a fait peur en fait de base, c'est que j'avais un énorme coup de cœur pour le premier tome et j'avoue que j'ai eu peur que celui-ci ne soit pas à la hauteur de mes attentes. Et surtout c'est aussi un beau pavé quand même qui fait 550 pages. Alors oui, certes, je lis beaucoup de pavés de 550 pages, limite pour moi c'est même plus un pavé, mais voilà, c'est la fantaisie assez complexe en termes de politique, de géopolitique et de conflits territoriaux, de choses comme ça. Donc c'est beaucoup, moi je trouve que c'est beaucoup plus complexe que quand vous avez une fantaisie de la magie, personnellement. Bon, attendez, je vais peut-être vous juste vous montrer le roman parce que je trouve qu'il est très très beau. Voilà. Hop. Et voilà, donc voilà, j'ai un petit peu peur. Je l'ai commencé d'ailleurs et il est... je sais plus si je suis arrivée à 56%, quelque chose comme ça. Alors, j'ai lu un résumé spoilant du premier tome, j'avoue, parce que j'avais la flemme en fait, de relire un gros pavé pour lire cette suite. Et de toute façon, vous avez un tout petit résumé de 2 pages au début. Voilà, c'est en Chine 1356, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est vraiment quelque chose d'historique et j'aime beaucoup. Alors je vais pas dire que c'est un plaisir de retrouver les personnages parce que les personnages ne sont pas attachants en soi, mais on peut saluer forcément la force de courage, l'ambition, les sacrifices, tout ce que le personnage principal féminin fait. Moi honnêtement je serais morte hein, à l'heure qu'il est. Mais ouais, c'est vraiment la détermination. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Alors malheureusement je peux pas vous dire grand chose parce que c'est un tome 2. Mais voilà, il y a toujours une intrigue politique, c'est toujours cet envahi. Parce qu'en fait les Mongols ont envahi la Chine et ça part de là en fait de base, toute cette petite histoire de politique, etc. Et j'ai vraiment hâte de voir où ça va finir. Alors j'ai un peu peur que ça se finisse un peu, parce que souvent dans les romans comme ça se finit pas très bien en fait, donc c'est pas tout le monde, c'est pas une fin, il vécut heureux et ont beaucoup d'enfants, donc voilà, j'ai un petit peu peur pour la fin, mais j'ai hâte de connaître le dénouement, jusqu'où en fait elle est capable d'aller pour nourrir ses ambitions, et c'est ça en fait que j'ai adoré en fait, tout ce côté là, surtout par rapport à Zhu Changba, du coup la fille, voilà. On retrouve des personnages du premier tome, il y en a des nouveaux aussi, mais ça tourne beaucoup quand même autour des personnages qu'on a déjà vus, et donc on n'est pas trop perdu en soi, et ouais, j'ai hâte de continuer. Je pense que je vous reprendrai quand je l'aurai fini pour vous dire du coup finalement si c'est un 5 stars ou pas, mais en tout cas c'est très très bien parti pour. Je trouve qu'on a tous les éléments qui font que j'ai adoré le premier tome, tous les éléments qui font que c'est accrocheur, même si voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de magie. Alors moi vous savez que j'adore ça, mais c'est vraiment on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour la suite des personnages, en sachant que aucun des personnages n'est épargné, aucun des personnages n'a un passé facile, donc c'est ça aussi qui rend la chose addictive, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous reprends quand j'aurai fini ce roman et quand j'aurai forcément choisi une autre lecture. Du coup, je vous reprends pour la suite du vlog, donc où je lis mes 5 star predictions. Donc je crois que la dernière fois que je vous avais pris, alors je sais plus si j'avais commencé ou si...
Si, je crois que je l'avais commencé, j'avais dû lire la moitié, je crois, de Celui qui noya le monde. J'avais eu un beau coup de cœur pour le premier tome, c'est la fantasy historique. Je refais pas le pitch parce qu'il me semble que je vous l'avais fait. Et donc là, je l'ai terminé et c'était un 5 étoiles. Voilà. Donc, ma prédiction était bonne. Après, honnêtement, avec le premier tome, j'avais très très peu de doutes sur le fait que j'allais adorer déjà d'une et le fait que ce soit un 5 étoiles. Je vais pas dire que j'étais sûre à 100%, mais il y avait une bonne probabilité que ce le soit. Une fin épique, voilà. Alors, pareil, je pourrais pas vous dire grand chose de plus par rapport à la fin et par rapport à ce tome 2, mais voilà, on est vraiment dans la continuité du premier tome. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette façon de... Voilà, il y a beaucoup de thèmes importants et d'actualité. Voilà, alors moi, je suis pas forcément très attachée à l'héroïne. C'est un peu comme Iron Widow, je sais pas si vous l'avez lu. C'est un peu le même style de personnage où en fait vous avez un personnage qui essaie de s'émanciper et qui prend goût en fait au pouvoir, etc. Et qui fait des sacrifices parfois très discutables, hein. Mais voilà, c'est un personnage fort, un fort caractère, une forte personnalité qui a aussi des faiblesses, mais qui passe outre et qui est capable de sacrifier énormément pour arriver à ses fins. Et voilà, c'est un peu le même genre de personnage si vous avez lu du coup l'autre roman. Et même si je ne comprends pas toujours les décisions du personnage parce que je ne me retrouve pas du tout, moi je suis pas prête à faire tout ça à sacrifier des personnes par exemple pour arriver à mon but. Mais c'est vrai que là on est dans voilà, c'est un peu l'histoire c'est une revisite, une réécriture d'un personnage qui avait vraiment existé, un personnage historique en Chine. En plus là on a 1300 ou quelque chose comme ça, donc c'est pas vraiment les mêmes préoccupations et les mêmes priorités qu'à notre époque, mais voilà, j'ai vraiment adoré. Je vous conseille vraiment cette série. Alors ça peut paraître complexe, donc peut-être pas pour des novices, mais voilà, premier tome, deuxième tome, j'ai vraiment adoré. Je vous conseille vivement si vous êtes amateur de fantasy. Alors là c'est la fantasy historique avec très peu d'éléments magiques, donc il faut le savoir, mais ça n'enlève rien parce qu'il y a des complots, des trahisons, vous avez des personnages qui se posent beaucoup de questions sur leur identité, sur leur but dans la vie, etc. Moi, je trouve que c'est hyper complet, que ce soit même au niveau de la plume ou au niveau de l'intrigue. Et puis la fin, voilà, c'est une fin... voilà, magistrale, on peut dire ça comme ça. Ensuite, donc du coup pour le premier roman, pour l'instant tout va bien. Ensuite, j'ai commencé The Shadow Cabinet de Juno Dawson, donc c'est la suite de The Royal Coven, donc c'est chez Calix, moi j'ai la version brochée. Et j'avais adoré, mais vraiment adoré le premier tome, où en fait on va survivre des sorcières, un monde de sorcières, mais dans le monde d'aujourd'hui en fait, à l'époque contemporaine. Et donc dans le premier chapitre ou le prologue, je ne sais plus, on suit 5 jeunes filles qui vont passer le rite de passage pour les sorcières, et après on les retrouve dans leur vie d'adulte. Donc il y en a certaines qui ont des enfants, d'autres pas, certaines qui sont en couple, d'autres pas, etc. Il y en a qui sont rentrées dans l'ordre des sorcières, donc qui s'appelle, je ne sais plus, il y a un nom, mais bref, je me souviens plus trop là. Et il y en a certaines qui vivent leur vie, qui sont en dehors de ce cercle de sorcières, etc. Et chacune en ayant des pouvoirs différents. Et j'avais adoré parce que c'est pas, enfin, un peu comme le précédent, en fait, on a une question d'identité de genre, c'est-à-dire que, et en plus, de base, c'est pas pointé, alors c'est pointé du doigt pour dénoncer, mais c'est pas pointé du doigt par l'entourage de manière générale, c'est quelque chose de très naturel et qui se défend. Et vous avez d'autres personnages, du coup, justement, qui ne défendent pas ce point de vue, qui disent, voilà, en gros, tu as un sexe féminin, tu es une fille, etc. quoi. Et vous avez aussi tout ce côté, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu une guerre, en fait, je ne sais plus, il y a 15 ans, 10 ans, je ne sais plus, et donc le méchant est emprisonné, et forcément ça va revenir, sinon il n'y aurait pas d'intrigue. Et donc vous avez ces 5 jeunes femmes qui sont totalement différentes, qui ont des orientations sexuelles différentes, qui ont des conceptions de la vie différentes. Il y a des mères de famille, il y a des femmes célibataires, il y a une personne qui entretient une relation lesbienne. Enfin voilà, vous avez vraiment tout un panel de personnages. Et forcément, ça va impacter leur vie, hein, le fait que les méchants reviennent, entre guillemets. Mais j'ai trouvé ça hyper addictif, j'ai adoré les personnages, je me suis beaucoup attachée à elles. Et puis vous avez cet ordre, en fait, donc voilà, vous avez une hiérarchie, vous avez la grande prêtresse, après vous avez des oracles, enfin vous avez plein de choses. Et
Et voilà, j'ai tout simplement adoré. Alors la fin du tome 1, c'est un énorme cliffhanger. Alors j'avais pas le tome 2 sous la main, bien qu'il était déjà sorti. Je l'ai lu en lecture commune, j'ai lu le premier tome en lecture commune avec Marine, et d'ailleurs celui-ci on le lit aussi en lecture commune. Là j'ai lu, je sais pas, je vais dire 2/5 parce qu'en fait on l'a partagé en 5. Donc j'ai lu 2/5 de ce roman et j'aime toujours autant. Et je trouve qu'en fait, en plus, il n'y a pas de temps mort parce qu'en fait, là, on reprend vraiment l'intrigue comme si c'était un seul tome et voilà, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... alors, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce roman, c'est qu'il y a beaucoup de retours en arrière qu'on comprend. Du coup, un peu l'évolution de la personnalité de ces jeunes femmes, ou c'est même pas que des jeunes femmes, parce qu'il y a des mères de famille, etc., mais de ces filles, de ces femmes, il y a souvent des retours en arrière. En fait, on commence à comprendre, du coup, pourquoi elles réagissent comme ça, pourquoi, enfin c'est pas pourquoi, mais comment elles en sont arrivées là, comment elles sont devenues comme ça, parce qu'il y a eu certains événements, parce qu'elles ont fait certaines rencontres, etc. Ça j'aime beaucoup parce que du coup on explore beaucoup leur personnalité un peu plus en profondeur et voilà, c'est ça que j'aime bien aussi dans les retours dans le passé. Et c'est tellement dommage que je puisse pas vous en parler parce qu'avec la fin du premier tome je peux rien dire en fait, mais voilà, on retrouve forcément ces personnages en sachant qu'il y a là beaucoup de questions concernant la différence, l'intégration, c'est-à-dire s'intégrer dans un monde qui ne veut pas de vous, et l'acceptation de la différence, etc., l'acceptation de soi. Il y a beaucoup, je trouve que Juno Dawson relève beaucoup de faits de société, puisqu'en plus là ça se passe dans un monde contemporain, c'est à de nos jours, de faits de société qui dérangent et qui fait parler de lui, enfin des faits qui font parler d'eux plutôt. Voilà, moi je trouve que c'est très actuel et elle le fait très bien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte après au niveau de l'intrigue de découvrir la suite. Je pense que quand je vous reprendrai, je l'aurai fini, mais je pourrais pas en dire davantage à part mon ressenti final. Hello, je vous reprends du coup pour faire un update. Ça fait très longtemps que je vous ai pas pris parce qu'entre temps j'ai pu terminer le roman plus en commencer un autre. Donc j'ai fini The Shadow Cabinet de Juno Dawson. Donc je crois que je vous ai parlé du résumé du tome 1. Je vous avais dit que le premier tome j'avais adoré, j'avais mis 5 étoiles. Et ben là aussi j'ai mis 5 étoiles. Et donc pourquoi? Parce qu'il y a énormément de révélations concernant l'univers, concernant les personnages, des secrets. Il y a un gros cliffhanger. Comme dans le premier tome, en fait, quand vous lisez les dernières lignes, même la dernière ligne, c'est pourquoi j'ai pas le tome suivant sous la main. Et donc le tome 3, normalement, sort en VO, alors je sais pas, il est prévu pour quand? Il me semble qu'il est pas sorti, ou alors il est sorti, mais j'ai pas trop suivi. Mais j'ai vu qu'il y avait le tome 0.5 qui s'appelle Queen Bee, et qui me fait terriblement envie, parce que là, on va partir sur une sorte de préquel, et c'est sur les origines, en fait, du cercle des sorcières, pardon. Donc il me tente vraiment et j'ai vu de très très bonnes habitudes, donc j'espère que Calix va traduire aussi ce préquel. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment, d'ailleurs c'était en LC avec Marine, comme pour le premier tome, et j'ai adoré, voilà, on a adoré toutes les deux, on était... ça se lisait hyper vite, on n'arrivait pas à s'arrêter, et je crois que j'ai lu les 2 derniers paliers d'un coup, en fait, je me suis même pas arrêtée. Et ouais, c'était hyper addictif, quoi, parce que... on est toujours sur les mêmes thématiques, hein, on parle toujours du coup de la différence, la tolérance, la différence. Il y a des questions de genre, d'identité, d'amitié, de sororité, de famille. Enfin, il y a énormément de choses à aborder. Et aussi, vous avez cette intrigue qui est hyper prenante. On tourne les pages parce qu'on veut toujours en découvrir plus et découvrir ce qui va se passer en fait par la suite, parce qu'il y a des nouveaux éléments à chaque page, je ne vais pas dire à chaque chapitre, mais il y a beaucoup d'éléments qui arrivent au fur et à mesure, et ouais, j'ai vraiment adoré. Donc 5 étoiles. Et donc là en fait j'ai pas trop pris de risques parce que les 2 premiers livres que je vous ai présentés là, les 2 premiers tomes étaient des coups de cœur, des 5 étoiles, donc voilà. Alors bien sûr il y a souvent aussi le syndrome du second tome dans une trilogie, vous avez aussi ce côté... tome de transition, mais là pas du tout. Bon, après pour le premier c'était une duologie, donc c'est différent, mais là c'est bien une saga qui n'est pas terminée, et non, j'ai pas été déçue du tout, mais j'ai pas trop pris de risques parce que les premiers tomes étaient des très très bonnes lectures. Là c'est un premier tome, donc c'est The Dagger and the Flame de Catherine Doyle, donc c'est le tome 1 de The City of Phantom. C'est une version en Fairyloot qui est très très belle, je trouve. Donc avec des artworks comme ça, et ça me rappelle une scène. Du coup,
Voilà, et puis là vous avez une couverture alternative avec les personnages je crois, mais je suis moins fan. Je préfère la couverture en rouge et noir. En rouge et noir. Voilà. Et donc là, on va suivre Séraphine qui a 18 ans, qui vit avec sa mère. Donc en fait, on vit dans une ville où il y a une sorte de substance qui s'appelle de shade et qui est extraite de la plante bone shade en fait et qui, quand elle est bien faite, hein, peut donner quelque chose en plus. Donc vous avez deux clans qui s'affrontent, donc les daggers et donc les dagues et les cloaks, donc les manteaux. Et donc les daggers, eux utilisent ça, en fait ils ingèrent ça et après ils peuvent manipuler les ombres. Et par contre, les cloaks, eux, sont plutôt pacifistes. Donc en fait, eux, ils s'en servent, ils intègrent ça à des vêtements, par exemple les cloaks, les manteaux, et ça leur permet d'être des voleurs hors pair, parce que du coup, ils se fondent dans l'ombre grâce à leurs manteaux, etc. Je parle de manteaux, mais il y a aussi d'autres choses, mais le principal élément, c'est forcément les manteaux, parce que c'est le nom de leur clan. Et donc la mère, en fait, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'en fait, elle utilise la plante et elle fabrique, en fait, elle en fabrique du shade. Et elle le commercialise, en fait, et elle le vend aux cloaks exclusivement. Et un jour, voilà, leur ferme va être attaquée et la mère va être tuée. Et Séraphine va fuir et elle va se réfugier chez les cloaks parce qu'en fait, sa mère a été la cible d'un dagger. Et il se trouve que Séraphine aussi est une cible, enfin elle a été marquée comme ils disent, et du coup elle s'est réfugiée chez les cloaks, hein, forcément parce que c'est les daggers qui veulent sa mort, et donc elle va rentrer dans l'ordre des cloaks, et voilà. Et donc dans cette histoire, je sais pas si c'est dit dans le résumé, je préfère regarder. Ouais, ils le disent pas dans le résumé, donc je vais pas vous le dire, mais il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont s'allier entre guillemets et qu'elle va avoir besoin de l'aide de Ransom, qui est le potentiel héritier du clan des Daggers, et lui va avoir besoin d'elle pour quelque chose, voilà. Donc on va dire un service rendu mutuellement, mais sans que leur ordre respectif ne sache ce qu'ils font en fait. Donc ça m'a beaucoup rappelé These Violent Delights de Chloé Gong, donc ces plaisirs violents, la duologie. J'ai eu un coup de cœur pour la duologie et même la deuxième duologie qui s'appelle en français ça doit être Cruelle Dame Fortune, le premier tome de la duologie. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cet univers et ça me rappelle un peu ça parce que ça me rappelle un peu du coup ces deux clans rivaux et vous avez les deux héritiers entre guillemets qui doivent pour élucider un mystère. Du coup dans les Violent Delights il y a des monstres ou un virus, je sais plus, oui c'est ça, il y a un virus qui se propage et qui tue les membres de leur clan et ils vont en quelque sorte devoir enquêter, sauf que les clans voilà, ils sont têtus du coup et ils veulent rester dans leur coin, sauf que les héritiers du coup pensent que c'est en s'alliant qu'ils vont pouvoir trouver des réponses. Alors là, Ransom est l'héritier des Daggers, mais Séraphine n'est pas du tout l'héritière des cloaks, hein, c'est juste qu'elle vient d'arriver et qu'elle est jeune, mais voilà, ils vont devoir, ils vont s'allier pour on va dire pour avoir une contrepartie de l'autre. Donc au début c'est une contrainte hein, forcément, mais c'est une romantécie, donc voilà. Mais ce côté-là m'a beaucoup rappelé These Violent Delights et j'ai beaucoup aimé. Au début c'est vraiment violent, ils veulent s'entretuer, donc ouais, c'est vraiment un enemies to lovers. Et voilà, et en fait on va découvrir beaucoup de secrets concernant il y a des choses qui se passent dans la ville, on va découvrir beaucoup de choses, et puis Séraphine va toujours vouloir se venger, et elle va essayer de découvrir pourquoi sa mère a été marquée comme cible, et pourquoi elle est toujours marquée comme cible, alors que elle est au courant de rien, voilà, pour elle ne sait rien, elle a aucune connaissance sur ce que sa mère faisait, etc. Et donc voilà, il y a aussi ce petit côté, et il y a aussi ce côté un peu quête identitaire, parce qu'elle ne connaît pas son père, etc. Et voilà, et puis on suit Ransom, qui est un orphelin qui a été recueilli à l'âge de, je sais plus, 10 ans je crois, et ça fait 10 ans du coup qu'il est chez les Daggers, et il a été pris sous l'aile du leader en fait. Et voilà, et pour l'instant j'aime beaucoup parce que, voilà, comme je vous disais, à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est vraiment voilà, le moment en fait qu'ils choisissent pour essayer de tuer l'autre et de soutirer des informations.
Alors c'est une romantique, donc j'imagine comment ça va pas se terminer, mais comment ça va évoluer. Mais j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi la ville en fait fantôme, parce que vous avez ces deux clans qui vraiment régissent le fonctionnement et l'organisation de cette ville. Même le roi n'a pas vraiment de pouvoir sur cette ville. Et voilà, puis vous avez on va dire les dessous de cette ville qui est très sombre, très voilà, comme dans toutes les villes, hein, vous avez les bas-fonds entre guillemets. Et voilà, et j'aime beaucoup pour le moment. Alors vous allez me dire pourquoi un 5 étoiles Predictions alors que, je sais pas, c'est le premier tome, mais tout simplement parce que le pitch de base me plaît beaucoup et que comme je vous disais, ce truc de clan, de secret, etc. Et de revanche, etc. Ça me plaît beaucoup, ça me rappelle un peu du coup des Violent Delights et c'est pour ça un petit peu, même si l'histoire de base avec par exemple avec le shade, cette substance n'a rien à voir avec l'autre duologie dont je vous parle, mais c'est vrai que le pitch de base me fait beaucoup penser à l'autre duologie, du coup, voilà pourquoi. Et aussi parce que j'ai vu beaucoup d'avis très très positifs, et ça me plaisait bien, un Enemies to Lovers avec des ordres comme ça, qui utilisent voilà, un plus violent et un plus pacifiste. Je vous montre ça, mais ça n'a rien à voir. Mais le clan plus violent et les cloaks qui sont beaucoup plus pacifistes, qui l'utilisent d'une autre manière en fait pour ne pas blessé. Et d'ailleurs, quand on découvre les origines de pourquoi ces deux clans, voilà, on comprend pourquoi ils ont pris ces directions-là. Donc voilà, j'aime beaucoup pour le moment. Je vous en parle quand je l'aurai fini, bien sûr, sans spoil. Mais voilà, j'aime beaucoup leur relation enemies pour l'instant, mais qui est très voilà, on voit qu'ils sont un peu voilà, comme ils ont vécu chacun dans un clan, ils ont la vision du clan, mais forcément, voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, donc ça, ils vont le découvrir. Et voilà, je vous en reparle, je pense, quand c'est terminé, mais en tout cas, pour le moment, ça reste une très bonne lecture. Alors, j'ai pas lu grand-chose non plus, je peux pas vous dire que c'est... Par rapport à l'intrigue, etc., je peux pas vous dire grand-chose, mais c'est vrai que si je m'arrête à ce que j'ai lu, ça pourrait être un 5 étoiles, donc voilà, je croise les doigts. Et si jamais j'ai le temps dans ce vlog, si ça fait pas trop long, je lirai peut-être un autre roman, mais ça je vous en parlerai si jamais j'arrive à lire un autre roman et que le vlog n'est pas trop long. Je vais d'abord regarder les rushs que j'ai fait avant parce que j'ai peur que ça soit un peu trop long, je veux pas que ça dépasse trop, même les 45 minutes ou 40 minutes, parce que sinon ça fait peut-être un peu long pour vous. Mais voilà, et Catherine Doyle d'ailleurs c'est la co-autrice de la trilogie Twin Crowns, où vous avez du coup deux jumelles, je crois, une qui est élevée pour gouverner et l'autre pour la tuer, je crois. Je crois que c'est ça le pitch de base, je me souviens plus, mais en tout cas, elles n'ont pas été élevées ensemble, et qui a eu un succès. Donc voilà. Là, c'est juste l'une des deux autrices, et j'avoue, je la connais pas du tout, mais voilà, pour le moment, j'aime beaucoup, que ce soit l'écriture, etc. Et en plus, je lis en alternance en audio. Et en audio, donc vous avez deux points de vue, donc vous avez une voix féminine, une voix masculine. Et la personne qui fait Ransom, c'est Freddie Carter. Donc l'acteur qui joue Casebreaker dans Shadow and Bone. Donc je suis ravie de retrouver au moins sa voix quelque part. Et puis bah voilà, je vous retrouve dans le prochain clip, je pense, pour l'avis final. Hello, du coup je vous retrouve pour la suite du vlog où je vais du coup vous parler de ma lecture terminée, donc de Dagger and the Flame. Et bah ça a été un 5 étoiles, voilà. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois parce que je crois que j'ai dit assez de choses, mais comme il y a des vibes de This Violent Delights de Chloé Gong que j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour la duologie. Je savais que j'allais aimer, mais voilà, pas autant que ça, et franchement j'ai adoré. Le système de magie, les personnages, c'est vraiment un enemies to lovers, mais un vrai enemies, parce que c'est vrai qu'au début ils cherchent à se tuer en fait tout simplement, et ça évolue au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, etc. Et voilà, j'ai adoré, surtout la fin. Alors je dirais pas que c'est un cliffhanger, mais en fait vous avez un retournement de situation qui fait que le tome 2 ça s'annonce un peu compliqué, le début du tome 2. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite qui sort normalement, je crois, cette année. J'espère qu'ils vont sortir aussi chez Fairyloot. Mais voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais j'ai vraiment adoré. Je pensais pas, parce que c'est vrai que j'ai de moins en moins de coup de cœur sur les young adults, parce que je lis de plus en plus de fantaisie adulte. Et même si j'aime beaucoup le young adult encore, j'en lis beaucoup moins et j'ai beaucoup moins de coup de cœur. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et je voulais lire aussi un 4e roman pour cette vidéo, donc j'ai choisi The Undermining of Twilight and Frank. Donc c'est le tome 2, tome compagnon de The Undertaking of Art and Mercy, qui est en français La Ballade funèbre d'Art et Mercy. Je crois que c'est chez Hauteville, je sais plus.
Donc moi je les lis en VO, c'est les versions Fairy Loot qui sont très très belles. Et j'ai été déçue, voilà. Je pensais, parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, et là j'ai mis 3,5 et encore, j'hésite encore. Parce que, voilà, pour l'univers de Heart and Mercy, en fait on suit un territoire, en fait un pays entre guillemets, où il y a des sortes de frontières gardées par des rangers, parce qu'il y a des âmes en fait qui errantes, qui vont prendre possession de corps morts. Et du coup, ça devient des sortes de zombies. Donc, Art, c'est une espèce de rangers qui rapporte des corps aux pompes funèbres où travaille Mercy avec son père et son frère. Et donc, ils vont entretenir une correspondance anonyme au début. Donc voilà, ils vont s'ouvrir parce qu'ils se disent, bon, la lettre, elle vient de quelqu'un que je ne connais pas, que je ne verrai jamais, donc ils s'ouvrent, etc. Et ça va développer une sorte de romance. Mais ce qui est drôle, c'est que l'univers est super décalé parce que vous avez des animaux qui parlent. Vous avez, là, je crois, dans le premier tome, vous avez c'est un oiseau en guise de postier. Là, vous avez un hérisson en guise de postier. Enfin, voilà, qui parle. Et là, en fait, c'est différent parce qu'ensuite, Twyla et Frank, ils sont dans leur cinquantaine, qui ont des enfants, qui ont été mariés. Twyla, elle est veuve, lui, il est divorcé, je crois. Donc voilà, et en fait, les Rangers travaillent par duo, donc eux, c'est un duo de base. Et voilà. Et en fait, ce que j'ai déploré, c'est que l'univers qui est décalé, qui est très, très original, très sombre, très glauque, on ne voit pas grand-chose là-dedans. C'est vraiment focus sur 3/4 du roman, sur la romance, sur le développement, en fait, parce qu'ils ont de base des sentiments, mais ils se le cachent, voilà, comme dans beaucoup de cas. Mais voilà, ils vont se dévoiler au fur et à mesure, etc. Mais ça prend beaucoup trop de place. Je trouve, là, je dirais vraiment que c'est de la romance sur un fond de fantasy, et c'est ça qui m'a un peu dérangée, et qui m'a un peu déçue, parce que je voulais retrouver vraiment le côté original de l'univers. Bon, là, on va parler de dragons, c'est dit dans le résumé, c'est pas un spoil, mais au-delà de ça, on voit plus ce côté sombre, décalé du premier tome. Alors il reste quand même de l'humour au niveau des personnages, ils sont attachants, mais j'ai trouvé que c'était assez plat au niveau de l'intrigue, et surtout moi j'ai trouvé que le dénouement c'était un peu comme un cheveu tombé dans la soupe, quoi. Pour moi il n'y avait pas d'indice, et je suis un peu tombée des nues quand j'ai appris qui était le ou la coupable. Voilà, j'ai été un peu déçue. Il y a le Undercutting of Rosie and Adam, je crois, Rosie et Adam qu'on découvre ici. Donc Twyla et Frank, ce sont des personnages qu'on a entrevus dans le premier tome. J'espère que le troisième tome va être plus sympa. Parce que oui, là il y a beaucoup de thèmes importants, comme quoi en fait, Twyla, en fait, depuis qu'elle est devenue veuve, elle consacre sa vie à son foyer, en tant que maman, en tant que pour son métier aussi, en tant que rangers, mais en fait elle oublie son côté femme, en fait. Donc elle se dénigre, elle ne prend plus de plaisir pour elle-même, elle ne fait plus des choses par plaisir pour elle-même, et surtout elle est négligée, en fait, que ce soit tenue vestimentaire, machin, elle ne prend plus le temps de s'occuper d'elle. Enfin voilà, il y a beaucoup de messages comme ça très importants. Et même sa fille lui dit, mais en fait, prends du temps pour toi, etc. Mais en fait, elle dit non, mais en gros, depuis qu'elle est veuve. Et voilà, il y a beaucoup de messages quand même, je trouve, qui sont bien. Mais au-delà de ça, la romance ne m'a pas touchée. Et puis, ça traînait en longueur au niveau de l'intrigue, et tout arrive au dernier moment. Voilà, comme je disais, comme un cheveu tombé dans la soupe. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc pour moi, c'est un 3,5. J'aurais aimé que ce soit un 5 étoiles, pardon, comme le premier tome. Voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais voilà. Je lirai le troisième tome, bien sûr, parce que Megan Bannon, si vous ne le savez pas, j'ai lu The Bird and the Blade, qui est l'oiseau et la lame en français. Je crois que c'est chez Albin Michel Jeunesse. Et j'ai lu Soul Swift, qui est Corbe et l'âme, toujours chez la même maison d'édition. Et les deux, j'ai eu des gros coups de cœur, des 5 étoiles. Pareil, un gros coup de cœur pour la balade funèbre de Heart and Mercy. Du coup, enfin, pour l'instant, les 3 premiers tomes de Megan Bannon que j'ai lus, c'était les 5 étoiles, donc j'avais vraiment beaucoup d'attentes pour celui-ci. Et malheureusement, ça a été une déception. Alors, ça reste une bonne lecture, mais pour moi, c'est une déception quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le concept vous aura plu. J'essaye de faire des vidéos un peu thématiques en ce moment. Alors, je ne lis pas exprès des romans pour dire, j'ai choisi ce roman pour faire cette thématique. C'est dans ma palle, et du coup je me dis, bon bah je vais lire ces livres-là, et il y a un point commun, voilà. Mais je ne cherche pas à tout prix à faire des vidéos thématiques, c'est parce que je vois qu'il y a une thématique commune, et voilà. Et donc la prochaine vidéo, je sais déjà qu'il y aura une thématique commune, parce que j'ai fait ma palle du mois de mai, et je vois qu'il y a quelque chose qui les relie. Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo, ça sera plutôt un bilan lecture du coup du mois d'avril, si j'arrive à la tourner, parce que là en ce moment j'ai énormément, là je vous parle, du coup j'ai pu finir celui-ci et commencer et terminer celui-ci, donc il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils sont dans votre palle, dans votre wishlist, s'ils vous tentent, et si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez-moi soit de la dynamite, des têtes de mort, des pioches, des dragons,
des cœurs roses, enfin voilà, un peu ce qui représente cette couverture. Et puis bah moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.